peut donc dire que jusqu'au XVe siècle, l'Afrique noire n'a jamais perdu sa civilisation, comme le prouve ce passage de Frobenius. On cite Frobenius, on le cite. Non pas que les premiers navigateurs européens de la fin du Moyen-Âge n'eussent fait dans ce domaine de très remarquables observations. Lorsqu'ils arrivèrent dans la baie de Guinée et abordèrent Avaïda, les capitaines furent fort étonnés de trouver des rues bien aménagées, bordées sur une longueur de plusieurs lieues par 2 rangées d'arbres. Ils traversèrent pendant de longs jours une campagne couverte de champs magnifiques, habitée par des hommes vêtus de costumes éclatants dont ils avaient tissé l'étoffe eux-mêmes. Plus au sud du royaume du Congo, une foule grouillante habillée de soie et de velours. De grands États bien ordonnés, et cela dans les moindres détails, des souverains puissants, des industries opulentes, civilisées jusqu'à la moindre des eaux. Et toute semblable était la condition des pays de la côte orientale, la Mozambique par exemple. Les révélations des navigateurs du XVe au XVIIIe siècle fournissent la preuve certaine que l'Afrique nègre, qui s'étendait du sud de la zone désertique du Sahara, était encore en plein épanouissement, dans tout l'éclat des civilisations harmonieuses et bien formées. Cette floraison, les conquistadors européens l'anéantissaient à mesure qu'ils progressaient, car le nouveau pays d'Amérique avait besoin d'esclaves et l'Afrique en offrait. Des centaines, des milliers, de pleines cargaisons d'esclaves. Cependant, la traite des Noirs ne fut jamais une affaire de tout repos. Elle exigeait sa justification. Aussi fut-on du nègre un demi-animal, une marchandise. Et c'était ainsi que l'on inventa la notion de fétiche, du portugais feiticeiro, comme symbole d'une religion africaine, marque de fabrique européenne. Quant à moi, je n'ai vu dans aucune partie de l'Afrique nègre les indigènes adorer les fétiches. L'idée du nègre barbare est une invention européenne qui a par contre pour dominer l'Europe jusqu'au début de ce siècle. Je cite, c'est écrit par Frobenius. Frobenius est européen, il est occidental. C'est dans son ouvrage Histoire de la civilisation africaine et traduit par Bach et Edmond aux éditions Gallimard à Paris en 1938, 5e édition, pages 14 et 15. Voilà le témoignage qu'un occidental lui-même donne de l'Afrique, de comment les Européens ont trouvé les civilisations africaines. En passant, Frobenius, lui, il n'est pas européen, il n'est pas africain, il n'est pas noir, il est occidental. Voilà les témoignages qu'un occidental donne lui-même de ce qu'étaient les civilisations africaines quand les Européens les rencontrent. C'était des civilisations très florissantes, avec des industries où nous avons tous suivi la description. Donc, voilà comment l'Europe découvre, voilà comment sont les civilisations africaines quand l'Europe les découvre. Pour les aïeux, pour la patrie, au Dieu des pauvres, au Dieu des pauvres, sous ta garde infinie, prends nos droits, notre vie, au Dieu des pauvres. Comment était alors ce peuple? Les Européens rencontrent un peuple de juste vivants en paix. Ibn Battuta nous apprend ensuite que Kankan Moussa, prédécesseur de Soleiman Moussa, avait donné à Es-Saïli, qui avait construit une mosquée à Gao, 40 000 miktaïs, c'est-à-dire environ 180 kg d'or. Ce chiffre nous donne une idée de ce qu'était la richesse du pays à l'époque précoloniale. Un autre passage d'Ibn Battuta est plus clair sur la sécurité qui régnait en Afrique noire avant la colonisation. En passant, Ibn Battuta lui également n'est pas un nègre, Ibn Battuta est arabe. Suivant ce que Ibn Battuta dit de ce qu'était la morale chez les nègres avant l'arrivée des Européens, nous citons Ibn Battuta. De ce que j'ai trouvé de bon dans la conduite des Noirs, les actes d'injustice sont rares chez eux. De tous les peuples, c'est celui qui est le moins porté à en commettre. Et le sultan ne pardonne jamais, le sultan c'est le roi nègre, ne pardonne jamais à quiconque s'en rend coupable. De toute l'étendue du pays, il règne une sécurité parfaite. On peut y demeurer et voyager sans craindre le vol ou la rapine. Il ne confisque pas les biens des hommes blancs qui meurent dans leur pays. Quand même la valeur en serait immense, il n'y touche pas. Voilà
la morale qui existait chez les Africains. Et cette morale existe toujours, malgré le fait que l'Europe, avec sa culture de vol, avec sa culture de rapine, a influencé négativement l'Afrique. Jusqu'à présent, cette culture de vol est encore moindre en Afrique. Et actuellement, ceux en fait qui volent le plus en Afrique, ce sont des dirigeants qui détournent l'argent pour aller mettre en Europe. Et ces dirigeants ne sont pas choisis par le peuple. Donc, les Africains sont encore dans le monde les moins portés à commettre des actes d'injustice et des vols. Pour les aïeux, pour la patrie, au Dieu des pauvres, au Dieu des pauvres, sous ta garde infinie, prends nos droits, notre vie, au Dieu des pauvres. Maintenant, comment les Noirs, actuellement, il y a dans le monde, on sent comment il y a une certaine culture d'infériorité. Les Noirs se sous-estiment. Alors, avant qu'ils ne rencontrent l'Europe, comment les Noirs se voyaient? Quelle était leur estime? Comment ils se voyaient par rapport à d'autres peuples? Nous passons ici. Les Européens rencontrent un peuple ayant une grande estime de soi. Les Noirs avaient une grande... Les Noirs s'estimaient comme supérieurs aux autres races. Ils estimaient qu'ils étaient la race supérieure à toutes les autres races. La race blanche, au contraire même, ils ne la méprisaient pas, ils la respectaient, mais ils la sous-estimaient par rapport à la race noire qui pour eux était la race supérieure, la plus grande race. On cite ici le passage de Ibn Battuta. On reste toujours avec Ibn Battuta. Ibn Battuta, c'est encore Ibn Battuta qui nous apprend dans le texte où il décrit la réception de la caravane qu'il a amenée à Walata, où le Farba Hossein représentait alors le roi du Mali. Donc, ici, là, il y a le Farba Hossein qui représente le roi du Mali, qui doit le recevoir. Lui, il est Ibn Battuta, il est arabe. Voilà ce que Ibn Battuta lui-même décrit. Nos marchands se tinrent debout en sa présence. Il leur adressa la parole par l'intermédiaire d'un tiers, bien qu'ils se trouvassent tout près de lui. Ce fut là une marque de peu de considération qu'il avait pour eux, et j'en fus tellement mécontent que je regrettais amèrement d'être venu dans un pays dont les habitants se montrent si peu polis et témoignent tant de mépris pour les hommes blancs. Voilà comment les Noirs se revoyaient à l'époque, avant leur deuxième contact avec l'Europe. Ils estimaient qu'ils étaient les plus supérieurs et ils méprisaient même les autres races. Ils ne daignaient pas pour que le représentant, celui qui est venu représenter le roi, puisse parler à un blanc. Il a fallu qu'il ait des intermédiaires pour pouvoir transmettre. Pour les aïeux, pour la patrie, au Dieu des pauvres, au Dieu des pauvres, sous ta garde infinie, prends nos droits, notre vie, au Dieu des pauvres. Comment étaient alors les civilisations noires à cette époque? Comment était leur grandeur? Nous allons voir ici avec le Mali et le Portugal. Le roi du Mali, avec un siècle de déclin, traite d'égal à égal avec le roi du Portugal au sommet de son apogée. De la Fosse, qui considère que l'empire du Mali est l'un des plus considérables qui ait existé à l'univers, écrit à ce sujet. Je le cite également, ça c'est de la Fosse, dans son ouvrage Les Noirs d'Afrique, publié en 1922, page 61 aux éditions Payot. Citons de la Fosse, il écrit: Cependant, Gao avait recouvré son indépendance entre la mort de Congo Moussa, c'est encore appelé Kanka Moussa, et l'avènement de Soleiman Moussa. Un siècle plus tard environ, l'empire mandingue allait commencer à décliner sous les coups du Songhai, tout en conservant assez de puissance et de prestige pour que son souverain traitât d'égal à égal avec le roi du Portugal, alors à l'apogée de sa gloire. Donc, ici là, le Mali a déjà plus d'un siècle de déclin. Le Mali est en train de décliner depuis plus d'un siècle. Mais son roi traite d'égal à égal avec le roi du Portugal. Le Portugal qui à l'époque est à l'apogée, au sommet de sa gloire, et au sommet de la gloire de l'Europe, puisqu'à cette époque c'est le Portugal qui était au sommet de la gloire européenne.
on peut imaginer, on peut voir comment était la grandeur des civilisations nègres à cette époque, la grandeur des empires nègres à cette époque. Les documents que nous possédons montrent que les empires néo-soudanais ont précédé de plusieurs siècles l'existence d'empires comparables en Europe. L'empire du Ghana a été créé au plus tard en 300 après Jésus-Christ, alors que Charlemagne, qui a créé le premier empire d'Europe, a été couronné en 800 après Jésus-Christ. Donc 500 ans d'écart. Dans le Moyen-Âge occidental, où on ne trouvait que des monarques absolus, en Afrique noire, les monarchies étaient déjà constitutionnelles. Le roi était assisté par un conseil du peuple dont les membres étaient choisis parmi les différentes catégories sociales. Que ce soit au Ghana, que ce soit au Mali, que ce soit à Gao, que ce soit dans le Cayor, que ce soit dans le Yatenga. Ce système était l'aboutissement d'une évolution dont les débuts se situent en Égypte. Lorsque le contact se fit une deuxième fois entre l'Europe et l'Afrique noire, les armes à feu que l'Europe possédait grâce à la continuité de progrès techniques en Méditerranée septentrionale constituaient sa seule, nous insistons là-bas, sa seule et unique supériorité. Elles lui permirent, c'est-à-dire les armes à feu, elles lui permirent de dominer et de falsifier la personnalité du nègre, et nous en sommes encore là. Pour les aïeux, pour la patrie, au Dieu des preux, au Dieu des preux, sous ta garde infinie, prends nos droits, notre vie, au Dieu des preux. Maintenant, les problèmes posés par les cheveux lisses et les traits réguliers. Il faut dire ici que ni les uns ni les autres ne sont l'apanage d'une race blanche. Il existe deux races noires bien définies à l'heure actuelle. L'une a la peau noire et les cheveux crépus, l'autre a la peau noire avec les cheveux lisses, le nez aquilin, les lèvres minces, l'angle des pommettes aiguës. Nous avons un prototype de cette race en Inde, ce sont les Dravidiens. Nous savons aussi que certains Nubiens relevaient du même type de nègres. On a l'habitude d'invoquer les cheveux lisses et quelques momies bien choisies, les seuls qu'on rencontre d'ailleurs dans les musées, pour affirmer qu'elles représentent un prototype de race blanche malgré les caractères nègres qu'elles présentent.